Écoute ça. En 2006, après avoir répété à un jeune joueur de passer le ballon, mais celui-ci continuait à dribbler comme une poule sans tête, Van Nistelrooy a perdu patience. S'est approché du gamin et l'a frappé rapidement. Arrêtez ça. Vous deux, calme-toi, Rude. Rio Ferdinand a couru vers eux pour arrêter la bagarre. Et c'était le chaos total. Qu'est-ce que tu vas faire? Aller pleurer chez ton papa? Instantanément, tout le monde s'est arrêté et l'a regardé, choqué. Le père du gamin était décédé quelques mois plus tôt. Ce gamin, c'était Cristiano Ronaldo. Van Nistelrooy a essayé d'expliquer qu'il ne faisait pas référence à son père, mais à leur second entraîneur, Carlos Queiroz. Mais il était trop tard. Ce jour-là, Sir Alex Ferguson a décidé que, malgré le fait que Van Nistelrooy était sans doute le meilleur attaquant de l'histoire du club, avec une moyenne d'un but ou d'une passe décisive toutes les 99 minutes pendant 5 saisons consécutives, surpassant parfois même les chiffres d'Henry, il devait être exclu du club. Sa réputation ne s'en est jamais remise. Peu importe combien de fois ses anciens coéquipiers ont affirmé qu'il aurait battu tous les records à Manchester United. Regarde n'importe quelle liste des plus grands joueurs de l'histoire de la Premier League. Son plus grand rival sera au sommet, mais pour Van Nistelrooy, rien. Demande à n'importe quel fan ce qu'il pense de lui, et tu n'entendras qu'une seule chose, c'était juste un opportuniste. Peu importe à quel point cette affirmation est absurde, pour un joueur qui, à un moment donné, était le meilleur passeur de la Ligue des Champions, capable de dribbler des équipes entières avant de marquer, et qui, pendant longtemps, n'était même pas attaquant. Je ne vais pas t'ennuyer avec le fait qu'à ses débuts à l'académie, il jouait défenseur central. Ce qui me sidère vraiment, c'est qu'à 16 ans seulement, un entraîneur l'a convaincu d'essayer une académie professionnelle, alors qu'il n'en avait aucune intention. Et même après avoir tenté quelques essais, il a été rejeté par le PSV. Lorsqu'il a finalement intégré le club de 2e division d'Den Bosch, il était milieu de terrain, et il l'est resté pendant 5 ans. Au cours de toute sa 3e saison en tant que pro, il n'a marqué que 2 buts. Même après avoir joué un peu plus bas sur le terrain la saison suivante, les seuls clubs intéressés par Van Nistelrooy étaient des équipes comme Coventry City et Aston Villa. Pendant ce temps, Kluivert, né le même jour que lui, avait déjà marqué en finale de la Ligue des Champions 2 saisons plus tôt et s'apprêtait à rejoindre l'AC Milan. Il n'aurait jamais imaginé que Van Nistelrooy serait celui qui mettrait fin à sa carrière en équipe nationale quelques années plus tard. Cette saison-là, au lieu d'accepter les offres médiocres venues d'Angleterre, Van Nistelrooy a rejoint l'Eindhoven, où le légendaire entraîneur Fop de Haan avait un plan pour lui. Avant le début de la saison, il lui a dit « Je pense que tu es un attaquant naturel ». Choqué, Van Nistelrooy a répondu « Non, désolé coach, je suis milieu de terrain, un numéro 10 ». Mais peu importe, De Haan avait pris sa décision. Il a commencé à consacrer des heures supplémentaires à entraîner Van Nistelrooy, le conduisant même à Amsterdam chaque fois que l'équipe nationale jouait pour lui apprendre à imiter les mouvements de Bican. Il l'a tellement poussé qu'un jour, Van Nistelrooy a perdu son sang-froid et lui a crié « Suis-je un milieu de terrain ou un attaquant? Que dois-je faire ?» De Haan a répondu « Tu dois arrêter de courir après le ballon. Tu dois l'attendre, comme un lion dans la savane. » Et il a cru qu'il pourrait marquer quelques buts, et il l'a fait, 22 contributions au but lors de sa première saison en tant qu'attaquant véritable. Soudain, après 2 ans à chercher un remplaçant à Ronaldo, le PSV a cru que Van Nistelrooy était leur homme. Moins d'1 an après avoir changé de club pour seulement 360 000 €, il a été transféré pour 6,3 millions, un record de tous les temps aux Pays-Bas. Mais malgré l'insistance de Bobby Robson selon laquelle il était une future star, l'opinion générale était que c'était une erreur, que le PSV avait vendu ses 5 meilleurs joueurs et dépensé la moitié de cet argent pour un inconnu. Après 14 matchs avec seulement 5 victoires et 5 buts pour Van Nistelrooy, Van der Kerkhoff, une légende du club et champion d'Europe, l'a qualifié de plus grande erreur de l'histoire du club. Van Nistelrooy savait ce qu'il devait faire. Le lendemain de ses commentaires, il a marqué un triplé avant la mi-temps. Dans ses propres mots, la société de Van der Kerkhoff avait une loge de sponsors au stade, et en quittant le terrain, je le regardais droit dans les yeux. J'ai fait tous les gestes possibles, sauf un coucou. Et ensuite, il n'a fait que marquer. Sur les 29 matchs restants jusqu'à la fin de la saison, il a marqué dans tous, sauf 5. À la fin, il totalisait 42 buts, dont 31 en championnat, meilleur buteur de loin, et à quelques buts seulement de la botte d'or européenne. Il a été nommé joueur néerlandais de l'année. Et pourtant, la saison suivante, il a rendu tout cela presque banal.
12 matchs dans cette campagne de championnat, il avait déjà réussi 3 triplés et 4 doublés, soit 19 buts au total. C'était à un point où payer un billet et ne voir Van Nistelrooy marquer qu'une seule fois semblait décevant. En novembre, il n'avait joué qu'un seul match complet de 90 minutes sans marquer. Ajoute à cela 8 passes décisives, et il affichait une contribution à un but toutes les 37 minutes pendant 3 mois. Je n'ai littéralement jamais vu une telle forme en 5 ans de réalisation de vidéos comme celle-ci. Et si cela ne suffisait pas pour que les fans l'adorent comme un roi, il se trouve que leurs 2 matchs de championnat contre leurs rivaux de l'Ajax ont eu lieu à moins de 2 mois d'intervalle. Et devinez ce que Van Nistelrooy a fait? Il a marqué un triplé dans le premier, puis un autre dans le second. Après cela, avec Darren, le fils de Sir Alex, en essai dans plusieurs clubs aux Pays-Bas, il s'est arrêté pour regarder le PSV et a immédiatement appelé son père, lui disant qu'il devait absolument signer ce Van Nistelrooy. Une fois que Martin, le frère de Sir Alex, a convaincu Bobby Robson, alors à Newcastle, de lui confier que s'il avait eu l'argent, il l'aurait acheté la veille, toute la famille Ferguson était déployée comme les Avengers. Sauf que lors d'un match amical, Van Nistelrooy a tenté un retourné acrobatique et, en retombant, s'est détruit le genou. Au début, les médecins du club ont affirmé que ce n'était pas grave, à tel point que 2 mois plus tard, un accord a été conclu avec Manchester United pour 19 millions de livres, prêt à battre le record de transfert britannique. Mais le jour de la présentation, certaines sources disent 45 minutes avant qu'il ne soit présenté à la presse, après tous les examens et scanners possibles, un dernier médecin a examiné son genou et a insisté sur le fait qu'il n'était pas guéri. United demanded that he go under the knife, but fearing he'd miss the Euro, Van Nistelrooy refused. So, his presentation turned into an announcement that the transfer was off. According to his agent before, we joked that we'd kill the doctor if he ruined the deal. Then Ruud's world just collapsed. Mais ce qui est drôle quand on touche le fond, c'est que ça peut toujours empirer. Le lendemain, Van Nistelrooy est allé à une séance d'entraînement et ça s'est produit, son ligament croisé antérieur était complètement détruit. Plus de Manchester United, plus d'euros. Au moins, il avait accumulé assez d'avance pour lui et son club pour remporter le titre de champion et de meilleur buteur, ainsi que celui de joueur de l'année. Mais peu importe, regarder son avance massive pour la botte d'or européenne, disparaître, perdant d'un seul but, ça devait être insupportable. Après 30 mois d'absence, quand Van Nistelrooy est enfin revenu, même si tout le monde était contre le transfert, arguant qu'il était trop risqué de dépenser autant d'argent pour un joueur non éprouvé, revenant d'une grave blessure, Sir Alex n'a pas écouté et a remis l'argent sur la table, faisant de ce joueur de 25 ans le plus cher de l'histoire de la Premier League. À ce jour, c'est la 5e plus grosse vente du PSV. Contre toute attente, il l'a fait à nouveau. 14 contributions au but lors de ses 18 premiers matchs. Ses détracteurs ravalaient déjà leurs mots, mais il les a fait taire pour de bon. Probablement motivé par le fait que son dernier effort pour sauver les Pays-Bas, avec 6 buts lors de leurs 5 derniers matchs de qualification, n'a pas suffi à compenser leur mauvaise performance pendant son absence, les empêchant de se qualifier pour la Coupe du Monde, il est revenu à Manchester et waouh, 16 contributions au but lors des 10 matchs suivants, marquant lors de 8 matchs consécutifs en championnat, égalant le record de tous les temps de Shilton et Stein, bien qu'il soit le seul des 4 à l'avoir fait sans tirer de penalty. Sans compter qu'il a admis ne même pas connaître ce record avant de l'avoir battu. En janvier, Sir Alex affirmait qu'un jour, il pourrait construire une statue de lui à Old Trafford. Dans un renversement total du récit, l'indépendant affirmait maintenant que ces 19 millions de livres étaient les mieux dépensés de la carrière de Ferguson. D'autres disaient qu'il était le meilleur en Europe, meilleur que Cantona, qu'il pouvait marquer les yeux bandés. À la fin de la saison, il n'était qu'à un but de battre Henry pour la botte d'or et avait déjà remporté le prix du joueur de l'année de la PFA, le devançant. De plus, il était le premier joueur de Premier League à atteindre 10 buts en Ligue des Champions, affichant le meilleur total de n'importe quel joueur de n'importe quelle ligue depuis les années 1970, étant évidemment le meilleur buteur de la compétition, mais aussi le meilleur passeur, avec 15 contributions au but en 14 matchs. Il a conduit United à un pas de la finale, marquant à domicile et offrant une passe décisive à l'extérieur, pour finalement être éliminé sur les buts à l'extérieur. Je ne saurais trop insister. C'était à 2 doigts d'être, sans l'ombre d'un doute,
La meilleure saison inaugurale en Premier League de tous les temps. Avec un peu de chance, c'était littéralement une année digne d'un ballon d'or. Mais au lieu de cela, il a terminé 13e, principalement parce que, d'abord, c'était une année de Coupe du Monde à laquelle il n'a pas participé, et ensuite, elle était sans trophée. L'année suivante, Van Nistelrooy a marqué dans tous les matchs de Ligue des Champions qu'il a joué, 14 buts et 3 passes décisives, malgré avoir marqué à domicile et à l'extérieur contre le Real Madrid, et être quand même éliminé en quart de finale. Même Ronaldo et Messi auraient du mal à rivaliser avec ces chiffres. La meilleure série de 2 saisons de Messi était de 34 contributions au but en 24 matchs. Van Nistelrooy venait d'atteindre 30 en 23, remportant facilement une deuxième botte d'or consécutive, sans parler du prix de l'attaquant de l'année de l'UEFA. Mais ce n'était pas le point culminant de sa saison. En mars, il n'avait que 12 buts en championnat, avec Henry à 19 et Arsenal en tête du classement. Avec 8 matchs restants, il ne pouvait rien faire, n'est-ce pas? Faux. Van Nistelrooy a marqué dans les 8 matchs consécutifs, égalant à nouveau le record de tous les temps, gagnant 8 points en 8 matchs pour son équipe, sécurisant le titre et dépassant Henry pour la botte d'or avec un seul match à jouer. Note qu'il l'a fait contre certaines des oppositions les plus difficiles possibles. Même en dehors de ses 2 buts contre le Real Madrid, qui sont survenus pendant cette série de 8 matchs, il a affronté et marqué contre toutes les équipes du top 7 de la Ligue, sauf Chelsea. Personne n'a jamais mérité un titre de Premier League plus que lui. Avec 44 buts, toutes compétitions confondues, à ce jour, aucun joueur de Premier League n'a jamais dépassé ce total. Il semblait que Van Nistelrooy était sur le point de conquérir le monde. Mais ensuite, Beckham est parti et Ronaldo est arrivé. Quand Van Nistelrooy a vu Sir Alex donner le mythique numéro 7, désormais vacant, à un gamin de 18 ans au lieu de lui, c'est là que le chaos a commencé. Même s'il a réussi à prolonger son record à 10 matchs consécutifs en marquant au début de la saison, ses chiffres ont semblé légèrement diminuer. Le style de jeu de Ronaldo ne lui convenait clairement pas autant que celui de Beckham, et très vite, son tempérament a commencé à déraper. Dès septembre, il faisait les gros titres pour avoir donné un coup de pied dans une bouteille contre le sélectionneur néerlandais et l'avoir traité de lâche. Une semaine plus tard, il était impliqué dans la célèbre bataille d'Old Trafford, faisant expulser Vieira, puis ratant un pénalty décisif dans la dernière minute, se faisant bousculer par les joueurs d'Arsenal dès que le coup de sifflet a retenti, et même étant critiqué par Wenger en conférence de presse comme un tricheur. Bien que son triplé quelques jours plus tard signifiait qu'il avait atteint 100 buts pour United 50 matchs plus vite qu'Henry pour Arsenal, une fois de retour en équipe nationale, les choses ont atteint un nouveau point d'ébullition avec un clash avec Kluivert, admettant ouvertement qu'il n'y avait de place que pour l'un d'eux. Van Nistelrooy l'a finalement relégué sur le banc, marquant un triplé pour assurer leur match de barrage qualificatif, atteignant un nouveau sommet personnel avec une 6e place au Ballon d'Or, avant de conclure sa saison avec 3 doublés en 3 tours consécutifs pour remporter la FA Cup. En rejoignant les Pays-Bas pour l'Euro, son premier tournoi à 28 ans, il a marqué 4 des 7 buts de l'équipe, les portant jusqu'aux demi-finales alors qu'il n'avait rien à y faire, se faisant facilement une place dans l'équipe du tournoi tout en excluant complètement Kluivert, ne lui accordant pas une seule minute, et précipitant la chute de sa carrière dans l'une des fins de rivalité les plus humiliantes de l'histoire. Ce qui, je suppose, lui a valu un mauvais karma. Après avoir été éliminé de l'Euro grâce à la performance exceptionnelle de son rival adolescent, et avec Rooney le rejoignant à United, il était clair qu'une reconstruction se profilait. Van Nistelrooy s'est rapidement mis à prouver que les jeunes n'avaient rien sur lui, enregistrant 13 contributions au but lors des 14 premiers matchs, marquant le but qui a mis fin à la série de 49 matchs sans défaite d'Arsenal en guise de revanche pour la saison précédente, et dominant la Ligue des Champions comme à son habitude. Mais en décembre, il a failli se déchirer le tendon d'Achille et a été absent 3 mois. On l'a ramené précipitamment pour affronter l'AC Milan en 8e de finale, mais il était clair qu'il n'était pas encore en forme. Miraculeusement, il a quand même terminé meilleur buteur de la Ligue des Champions grâce à ses 8 buts en 6 matchs de phase de groupe, mais les signaux d'alerte étaient là. Peu importe à quel point il combattait férocement ceux qui tentèrent de le rabaisser célèbre, pour avoir été moqué après avoir raté un penalty pour les Pays-Bas, pour ensuite marquer 6 minutes plus tard, courir vers le joueur qui s'était moqué, et célébrer devant lui-même avec 21 contributions au but lors des 23 premiers matchs de championnat une semaine plus tard, Sir Alex l'a mis sur le banc pour la finale de la League Cup. Il a explosé, attaquant verbalement tout le staff technique, et a été puni en étant mis sur le banc pendant 6 matchs consécutifs
regardant Henry le dépasser pour la botte d'or. Juste avant le dernier match de la saison, tout s'est produit. Il a attaqué Cristiano et Ferguson a organisé son départ au pire moment possible. Il était arrivé à United trop tard pour profiter de leur équipe gagnante de triplé et partait maintenant alors que Ronaldo et Rooney commençaient à planifier leur domination mondiale. Les 5 années avant et après son passage à Old Trafford ont produit 8 titres de champion, mais pendant les 5 années où il était là, ils n'en ont remporté qu'un seul. Pour empirer les choses, cet été-là, Van Nistelrooy est parti pour la Coupe du Monde et a été inexplicablement mis sur le banc lors de leur match contre le Portugal, regardant Ronaldo éliminer son pays pour la 2e fois, ce qui l'a poussé à surprendre tout le monde en prenant sa retraite de l'équipe nationale. Au milieu de tout ce drame, son transfert au Real Madrid est presque passé inaperçu, et peut-être est-ce pourquoi son passage là-bas est si sous-estimé. Malgré ses difficultés à s'intégrer parmi les Galactiques, dénonçant même Ronaldo à Capello en disant qu'il sentait l'alcool, il a surpassé tous les attaquants de l'équipe réunie, marquant 33 buts, toutes compétitions confondues. Une fois de plus, il s'est montré décisif à 8 matchs de la fin de la saison, avec le Real à la 3e place et lui-même 4e au classement des buteurs. Il a marqué lors de 7 matchs consécutifs, égalant le record de tous les temps de Hugo Sanchez, gagnant 10 points pour son équipe, les laissant à égalité avec Barcelone, mais remportant le titre grâce à l'avantage au face-à-face, notamment grâce à ses 3 buts dans les Classicos. Bien sûr, il a également dépassé Messi et Ronaldinho pour remporter le Pichichi à la dernière minute. Si cela lui a valu une 6e place au Ballon d'Or, une opération à la cheville a écourté sa 2e saison. Bien qu'il n'ait jamais cessé de marquer, ouvrant sa 3e année avec 10 buts en 12 matchs, il s'est de nouveau blessé au genou, et c'était fini. Son dernier match en Ligue des Champions cette année-là a conclu son bilan avec 73 contributions au but en 73 matchs, tout simplement le meilleur buteur de l'histoire de la compétition, du moins jusqu'à ce moment-là. Car avant de partir, il a vu Ronaldo arriver comme son remplaçant, encore une fois, cette fois pour un transfert record mondial, et battre tous ses records. Pendant ce temps, après un passage à Hambourg et un transfert raté de retour au Real, il a pris sa retraite 2 ans plus tard à Malaga.